La série commence avec une femme demandant à quelqu'un ce qu'il fait, le traitant de pauvre merde. Elle lui dit de se dépêcher et de voler la malédiction du Seigneur Arthur, et de le faire maintenant. Mais il dit qu'il est déjà à sa limite, bien qu'il n'ait pas le choix, alors il s'exécute et vole sa compétence. On apprend que son nom est Crash Valem. Il est né dans la plus puissante des lignées familiales, mais ce n'est rien d'autre qu'une malédiction pour quelqu'un comme lui. C'est drôle parce qu'il a le pouvoir de voler les malédictions. Parmi les héros luttant contre la corrosion du monde, il était l'homme qui se tenait aux côtés du ciel bleu. Alors qu'il tombe à genoux en crachant du sang, tout le monde se précipite vers Arthur en lui disant de boire des potions. Arthur lève les yeux au ciel, apercevant un monstre chevauchant un cheval qui tire littéralement des météores. Il a l'air complètement indemne. Arthur demande s'ils vont vraiment continuer à combattre ce chevalier de la mort bleue avec si peu de gens. Il laisse tomber son épée en disant que c'est impossible et le dit à toutes les personnes avec lui car ils sont sur le point de partir. Crash lui demande ce qu'il fait, se demandant s'il essaie vraiment de fuir. Arthur lui dit que cela doit se terminer ici et maintenant. L'espoir de ce monde a été brisé, et il ne reste maintenant que la ruine. Crash demande s'il va vraiment abandonner après tout ce qu'ils ont fait pour l'amener jusqu'ici, alors que d'innombrables personnes sont mortes pour cela. Mais il en rit en disant que c'est parce qu'il a été trop occupé à s'amuser avec ses femmes, et qu'il a perdu la tête. L'une d'elles lui dit de la fermer car Arthur n'a fait que de son mieux. Son nom est Sigrin Ephania. C'est la 3e princesse de l'Empire des Ephania. Elle lui rappelle qu'il n'est qu'une merde qui ne sait rien faire d'autre que voler. Crash dit que c'est un comble venant d'elle, lui demandant de quel droit elle lui parle alors qu'il leur a sauvé la vie. Il ne serait même pas arrivé jusqu'ici sans lui. Et si par hasard ils ont oublié, il va leur rafraîchir la mémoire. Il commencera par Abella. C'est la sorcière rouge de la tour de magie. C'est elle qui a dit qu'elle ne pourrait plus utiliser la magie si elle perdait sa voix et qui l'a supplié de voler ses malédictions. C'est lui qui en souffre en ce moment, et pourtant elle l'a attaqué quand il est allé chercher des analgésiques. Que ce soit à l'époque ou maintenant, son habitude de mépriser les gens n'a pas changé d'un iota. Et juste à côté d'elle se trouve la lance la plus puissante de l'Empire, Maridiana. C'est un chevalier impérial d'Eetania. Crash la traite d'idiote et cervelée qui fonce sans la moindre pensée derrière ses yeux, ce qui lui vaut de se faire frapper par toutes les malédictions imaginables, pour ensuite ramper jusqu'à lui, le suppliant de faire disparaître la douleur. Mais pour couronner le tout, que la princesse le traite de merde alors qu'il a sacrifié son propre œil pour elle, c'est un comble. Ce n'est pas expliqué, mais je suppose que c'était à cause d'une malédiction. Quoi qu'il en soit, elle l'a pris pour cible à l'académie simplement parce qu'il appartenait à la faction du royaume de Starland. Même après tout ce harcèlement, elle l'a ridiculisé devant toute l'école juste à cause de son nom de famille, Valem. Il a tout enduré juste pour soigner son œil. Elle n'a fait que l'incendier alors qu'il faisait partie du même ciel bleu censé sauver le monde. Tout ça parce qu'il venait d'un royaume différent et qu'il n'avait aucun talent pour le combat. Il a passé son temps à réparer leurs erreurs, forcé de leur torcher le cul. Alors, à quoi bon tout ça? Au final, il se fiche des autres, mais Arthur était censé être celui qui sauverait le monde. Il a vu Arthur se tenir en première ligne, et a décidé de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Alors pourquoi est-ce lui qui abandonne si facilement maintenant? Arthur dit qu'il suppose qu'il peut lui dire la vérité maintenant. Comme il l'a dit, le monde est fini, alors il va tout recommencer depuis le début. Crash demande ce qu'il veut dire par là. Arthur dit que ce n'est pas la première fois qu'il assiste à la fin du monde car sa compétence n'est autre que la régression. Crash a l'air surpris, et Arthur dit que maintenant qu'il a acquis la technique de l'héritage mémoriel, il peut revenir avec ses souvenirs intacts à chaque fois, mais cela ne s'applique pas qu'à lui. Crash réalise que si tous les 4 recommencent avec leurs expériences, cela signifie que les chances d'empêcher la prochaine apocalypse sont incroyablement élevées. Arthur lui dit que c'est le plan, et qu'il va recommencer depuis le début avec ces 3-là. Crash dit qu'il ne l'oublie sûrement pas, lui. Arthur a un rictus avant de sourire, lui disant qu'en fait, il n'est pas nécessaire. La vérité est que sa compétence cagoule noire est utile puisqu'il peut voler même les malédictions les plus incassables. Elle est certainement utilisable, mais à quoi bon régresser avec quelqu'un dont le corps et l'esprit sont déjà en lambeaux? De quelle utilité serait-il? Il est beaucoup plus efficace de simplement récupérer une version fraîche et neuve de lui dans le monde suivant. Crash réalise que ce n'est pas la première fois, qu'il n'a été rien de plus qu'un consommable, et que ce salaud avait l'intention de le traiter comme un objet jetable depuis le début. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter, car il fera bon usage de lui dans le prochain monde, et dans celui d'après aussi, mais qu'ils se reverront. Crash reste là, incrédule, alors qu'il commence à s'enfuir. Il leur dit d'attendre, mais au fond de lui, il a toujours su quand il restait là sans rien faire et l'ignorait. Même Arthur s'est contenté de regarder. Il savait qu'il ne le considérait même pas comme un camarade, et il crie, lui disant de l'emmener avec lui, mais Arthur se contente d'en rire. Crash dit que sa conscience s'estompe à cause des malédictions, et que sa vie va se terminer avant même que ce monde ne finisse de s'effondrer, mais il refuse que ça se termine comme ça. Il dit que sa compétence ne fonctionne pas seulement sur les malédictions, mais aussi sur les compétences. Il ne l'a jamais essayé sur Arthur car une compétence n'est pas aussi simple qu'une malédiction,
mais ça vaut vraiment le coup d'essayer alors qu'il tend la main dans un dernier effort désespéré. Il utilise sa compétence cagoule noire, et sa cible n'est autre que Arthur. Alors qu'une main démoniaque s'étire de son corps, elle vole vers lui, et Crash, réalisant que ça fonctionne vraiment, dit à Arthur d'attendre, pendant que sa compétence de régression se fait piquer par lui. Arthur lui demande alors s'il n'a vraiment pas abandonné. Crash dit qu'il sait qu'il a vécu d'innombrables apocalypses, et qu'à chaque fois, dès qu'il devient inutile, il le jette. Il l'a laissé derrière dans un monde mourant un nombre de fois probablement inimaginable, mais cette fois, c'est lui qui sera laissé derrière. Arthur lui demande s'il a finalement perdu la tête, et Crash sourit et montre du doigt le chevalier de la mort. Peut-être bien. Et il a dit lui-même que ce monde court à sa perte. Arthur a l'air surpris, puis s'apprête à utiliser sa compétence, mais elle ne fonctionne pas alors qu'il pleure en réalisant ce qui s'est passé. Crash meurt de l'attaque en premier, et dit qu'il sera celui qui sauvera le prochain monde. Quand il ouvre lentement les yeux, il tend la main vers son plafond et crie. On voit que ses yeux ont l'air vifs, contrairement à avant, et il regarde autour de lui en disant que c'est la maison où il vivait quand il était enfant, car la compétence a bien fonctionné. On en apprend plus sur la corrosion du monde. C'est un phénomène où, littéralement, le monde est érodé par une autre dimension. Lorsque cela se produit, des changements environnementaux s'ensuivent, mais pire encore, des espèces de corrosion envahissent depuis l'autre côté. Parmi elles, celles qui imitent la forme humaine sont appelées les mangeurs de monde. Les gens les considéraient comme des entités de niveau calamité, mais les gens appelaient ceux qui luttaient contre la corrosion du monde le ciel bleu, et nous savons déjà de qui il s'agit. Crash en faisait partie, son corps n'étant capable que de voler des malédictions. Il était traité comme un simple réceptacle pour les dites malédictions, et à la fin, il a été trahi par ses camarades. C'était une vie vraiment misérable qu'il a endurée. De retour au présent, il dit qu'il y a un instant, c'était le plein hiver, et maintenant il fait assez chaud pour qu'il transpire dans sa chambre. S'il se trouve au manoir du Pin Vert où il a séjourné enfant, alors ce dernier pari en utilisant cagoule noire sur Arthur a été un succès total, et il se met à rire tout seul de l'absurdité de la situation. Il réalise alors quelque chose, se demandant comment il a réellement pu le voler. Les gens ont tendance à penser que sa compétence peut être utilisée sans aucune restriction, mais elle a un défaut. Elle ne peut voler la possession d'une cible que si l'utilisateur déverrouille le cadenas généré lors de l'activation. Le cadenas est généré en fonction de la valeur attribuée à l'objet par son propriétaire. Même une pierre ramassée au bord de la route, si le propriétaire la reconnaissait comme précieuse, la difficulté monterait en flèche, et il devrait se transférer 99% de la richesse mondiale pour l'obtenir. Pour quelque chose comme une compétence unique, que l'adversaire valorise généralement beaucoup, la difficulté de la voler aurait dû être astronomiquement élevée. Plus la valeur est élevée, plus il y a de conditions, et plus elles sont difficiles à remplir. Il se demande ce qui se passait dans la tête d'Arthur dans les derniers instants. Il savait qu'elle s'était activée, mais il n'a pas vu de cadenas. Le fait qu'il n'y ait même pas eu de cadenas signifie qu'il voulait peut-être abandonner sa compétence. Arthur est un homme acclamé comme le roi héros, pourtant, pour une raison quelconque, il voulait se débarrasser de la compétence de régression. Mais maintenant qu'il y pense, il affichait parfois une expression complètement épuisée. Il se déplaçait comme s'il accomplissait simplement une corvée. Et s'il répétait la destruction du monde encore et encore, peut-être que même lui ne pouvait pas garder l'esprit sain. Peut-être que pour Arthur, la régression n'était pas différente d'une malédiction. Et c'est peut-être pour cela qu'il a essayé de partager ses souvenirs avec les trois autres, et de les faire régresser ensemble, tout en l'excluant. Mais le fait qu'il ait pu la voler signifie que Arthur qu'il connaissait, après avoir perdu sa compétence de régression, a été laissé derrière dans le monde au bord de la destruction, a affronté la pluie de météores, et est mort. Cela signifie que Arthur qu'il connaissait était réellement mort. Il lui a pris la compétence dont il voulait tant se débarrasser, et il devrait probablement le remercier. Il rit, disant qu'il a toujours été ostracisé, comme si prendre des malédictions était quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Il n'a jamais prêté attention à la souffrance de son camarade dans l'ombre. Mais en vrai, c'est bien fait pour eux. Il le traite de merde, mais on voit qu'il comprend le poids que Arthur portait. Quelque temps plus tard, il se dirige vers le couloir, en se disant qu'il est extrêmement petit. Avant de partir, il a vérifié son reflet, et il semble avoir environ 10 ans. Sa stature est très petite. Bien qu'il ait quelques muscles, c'est le résultat de manier une épée tous les jours, en essayant de survivre dans la famille Valem, le clan martial le plus puissant du royaume de Starland. S'il est au manoir du Pin Vert, alors la cérémonie de preuve à l'âge de 10 ans doit être terminée. La cérémonie est un lieu pour prouver ses capacités en révélant avec quel dieu on a contracté, et quelle compétence a été accordée. Plus le contractant est excellent, plus le rang du dieu est élevé, et la lignée directe des Valem a toujours été précieuse, mais il était la seule exception. Il n'avait aucune prouesse martiale ni aucun talent de naissance, car aucun dieu ne l'a choisi. Après cela, il a été chassé de la maison et envoyé au manoir du Pin Vert, où les ratés sont également exilés. Maintenant, seul lui, le plus grand raté de la famille, comprend le destin du monde à venir, une apocalypse que même tout son ciel bleu n'a pu arrêter.
Il se demande s'il pourrait même y arriver, car c'est une tâche monumentale à laquelle il doit maintenant faire face. On le voit trembler, mais il se ressaisit, en se disant qu'il ne peut pas se plaindre. Il ne s'agit pas de savoir s'il peut l'arrêter, il le doit, car si le monde finit, il mourra aussi. Il n'a pas d'autre choix maintenant. C'est la seule façon d'avancer. Et la première étape pour empêcher l'apocalypse, mais avant qu'il ne finisse sa pensée, le majordome s'approche de lui. Crash dit que son nom est Ariad. Ariad lui demande ce qu'il fait à cet endroit, et Crash dit qu'il avait oublié qu'il serait en vie à ce stade. C'est le seul majordome du manoir, et il a l'air si heureux de le voir. Ariad était le majordome qui s'occupait d'un raté comme lui, mais aussi, il connaît la vérité. Il demande à Ariad quand il compte utiliser le poison que son frère lui a donné, car il est le meneur qui l'a empoisonné à 14 ans, et lui a enseigné la première trahison de sa vie. On a un flashback sur sa vie antérieure. On voit une fille envoyer 4 hommes en l'air d'un seul coup. Tout le monde regarde alors qu'il atterrisse derrière elle. Ils sont tous impressionnés, se demandant si elle n'a vraiment que 15 ans, car les chevaliers ne peuvent même pas la toucher, et le titre de sainte de l'épée n'est pas juste pour la frime. Son nom est Charlotte Valem, et bien sûr, c'est la grande sœur de Crash. Pendant que tout le monde parle d'elle comme d'un talent qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans, ils disent que le Seigneur doit avoir de grands espoirs en elle. C'est seulement grâce à elle que la famille semble avoir un succès garanti. Son demi-frère écoute tout cela derrière eux, et son nom est Bélican. Il est furieux et dit qu'il va anéantir toute cette lignée. Mais Charlotte est un trop grand risque, car sa mère est redoutable. Il ne reste donc que le raté inutile dont il doit se débarrasser. Puis il en a discuté avec Ariad en disant qu'il allait d'abord tuer Crash. Et qu'il sait que Ariad est dans une situation difficile, sa carrière étant bloquée à cause de lui. S'il donne juste une seule goutte de ceci à Crash, le traitement de sa fille et tous ses problèmes d'argent seront résolus. Mais maintenant qu'il sait cela, il se demande pourquoi il hésite. Ariad dit que Crash est quelqu'un qu'il a élevé comme s'il était son propre fils. Alors comment pourrait-il lui faire ça? Bélican soupire, demandant s'il va vraiment choisir l'enfant de quelqu'un d'autre plutôt que sa propre chair et son propre sang. Frustré, il ne peut pas vraiment refuser les faveurs de Bélican et dit non. Plus tard, on voit du sang cracher sur le sol. Alors que Crash tend la main avec une voix brisée, on l'entend appeler Ariad qui s'étouffe dans son propre sang. Ariad s'excuse, et Crash explique que ce jour-là, Ariad était censé l'assassiner. Incapable de surmonter sa culpabilité, il a pris le ragoût empoisonné qu'il allait lui donner, et l'a mangé lui-même. Il dit à Crash qu'il est précieux comme un fils pour lui, et il se demande pourquoi il a accepté cela en premier lieu. C'est ainsi qu'il est décédé. De retour au présent, Ariad demande ce qu'il veut dire par poison. Crash lui demande s'il pensait vraiment qu'il ne saurait pas juste parce qu'il est un raté. Ariad a l'air inquiet, et Crash se demande s'il va finir par le coincer à nouveau. Crash dit que s'il compte continuer à faire l'idiot, alors soit. S'il n'avait pas été un raté depuis le début, il n'aurait jamais reçu ses ordres. Ariad se dit qu'il pensait qu'il ne s'en prendrait qu'à lui-même en apprenant qu'il l'avait trahi, ou qu'il pleurerait de colère. Mais Crash n'a fait ni l'un ni l'autre, et il lui a proposé de le suivre, ce qui signifie qu'il a changé par rapport au jeune maître qu'il a connu. Quelque temps plus tard, il s'arrête dans la bibliothèque. Ariad regarde autour de lui en se demandant pourquoi ils sont là. Crash frappe le mur et le pointe du doigt en disant à Ariad de le couper pour lui. C'est un majordome de la famille, donc ça devrait être un jeu d'enfant pour lui. Ariad dit bien sûr, et il commence à écarter les jambes avant de saisir sa lame, la chargeant d'Aura. Maintenant qu'elle est prête, il la balance et coupe le mur. Crash dit que c'est une coupe plutôt nette. Ariad demande pourquoi il y a un passage comme celui-ci, mais Crash lui dit simplement bien joué et entre. Ariad se dit que c'est bien ce qu'il pensait. Il est complètement différent de ce qu'il était hier. Il a une aura qui lui rappelle étrangement le Seigneur. Alors, qu'est ce qui s'est passé, bon sang? Crash, cependant, dit que cela lui rappelle des souvenirs. À l'époque, c'était après que tout ait été incendié. Mais cette fois, il a réussi à arriver ici avant que cela n'arrive. Ariad demande s'il doit aussi couper les chaînes, mais Crash dit qu'il n'en sera pas capable. Et il est temps pour lui de tester sa propre force alors qu'il utilise sa compétence cagoule noire. Elle commence à ronger la serrure jusqu'à ce qu'elle se brise et tombe au sol. Alors qu'il en prend la partie supérieure, Ariad est incrédule, Crash la laisse tomber en disant que c'est trop lourd. Et il est content de ne pas être rouillé. Ariad demande s'il a peut-être contracté avec le dieu. Crash réalise qu'il a fait une erreur car il n'avait pas de contrat à ce moment-là. Il dit que c'est un dieu insignifiant. Quant à la bibliothèque, il peut faire un rapport à son père s'il le souhaite. Ariad a l'air surpris par cela. Il se dit que jusqu'à hier, ses yeux semblaient avoir perdu toute raison de vivre. Mais il a changé du jour au lendemain grâce à un contrat avec un dieu. Il a donc dû obtenir une compétence puissante. Après tout, il partage le même sang que le plus grand génie que les Valem ait produit, Charlotte. Et même s'il n'est pas tout à fait à son niveau, il ne peut même pas dire où le nouveau jeune maître pourrait se situer. Il déglutit, puis l'interpelle, disant qu'au moins jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que tout ce qu'il essaie de faire soit terminé, il ne dira rien à personne. Crash réalise que c'est mauvais, car c'est un effet papillon. Il a agi différemment du passé,
alors maintenant des événements imprévus se produisent. El-Ariad actuel est différent, mais celui qui l'a trahi vivra toujours dans ses souvenirs. Peut-être que Arthur a aussi souffert de cet écart. Et c'est pourquoi il pensait que la régression était une malédiction. Crash dit que s'il guérit la maladie de la fille d'Ariad, il devra lui jurer fidélité. Mais c'est une bonne occasion pour lui d'augmenter le nombre de pions qu'il peut utiliser pendant qu'il est ici. Il dit à Ariad de faire comme il le souhaite, mais qu'il laissera la discussion sur sa fille pour plus tard. Car sa priorité est d'entrer dans la bibliothèque secrète. Alors qu'elle commence à s'ouvrir, une vive lumière violette apparaît. Crash a l'air choqué et évite de justesse l'attaque qui en jaillit. Il commence à halter, disant qu'il a enduré tant de malédictions de la corrosion du monde, mais que cela lui donne encore la chair de poule. Il ne fait aucun doute que le tome secret qu'il cherche est ici. En repérant celui qui a une faible lueur violette, il dit que la bibliothèque secrète du pavillon contient un livre où ses ancêtres, considérés comme des échecs, et la famille ont consigné l'intégralité de leurs techniques et de leurs souvenirs. Ce n'est pas une compétence, mais un produit de l'humanité. Un endroit où il gardait les tomes secrets pour atteindre le sommet. Au début, c'était un endroit accessible à tous, mais c'est devenu une bibliothèque secrète à cause d'une seule personne. Et c'est le pire échec de l'histoire des Valem. Demery. Bien qu'il ait été connu comme le plus grand échec de la famille, il a aussi été consumé par la corrosion du monde et est devenu si fort que personne ne pouvait le toucher. Le tome secret laissé par lui est maintenant entre ses mains alors que Crash dit à ses ancêtres qu'il est désolé, mais que c'est son tour. On en apprend plus sur Demery. Plus précisément, que certains des guerriers les plus puissants du monde l'ont défié. Il était un mur qu'il ne pouvait même pas commencer à escalader. Il a quelque chose appelé le sang extrême. C'était parce qu'il avait incorporé la corrosion du monde dans son corps et possédait un art secret dément pour manier ce pouvoir. La moitié du livre était brûlée, donc il ne comprenait pas pourquoi Demery avait fini comme ça. Il se demande s'il n'est pas devenu fou parce qu'il ne pouvait pas contrôler le déchaînement de la corrosion. Quand il y pense, il a déjà été frappé par la malédiction de la corrosion du monde, mais il a pu l'affaiblir avec sa propre compétence et a réussi à l'endurer en la compensant avec d'autres malédictions. Si le même principe s'applique au déchaînement du venin de sang ultime, et qu'il vole une malédiction qui contrôle ce déchaînement pour le compenser, il fusionnerait son pouvoir avec celui de Demery, créant quelque chose qui défie le monde, et il deviendrait un être insondable. Crash dit alors à Ariad qu'à partir d'aujourd'hui, il doit s'assurer que personne n'entre dans le pavillon, et que c'est un ordre direct. Il dit compris et s'en va, mais tout en marchant, il y repense. Il a fermé les yeux sur son erreur, alors il va lui rendre cette gentillesse, et il refusera la proposition de Bélican parce que son jeune maître est Crash. Bélican est absolument furieux, demandant s'il refuse vraiment sa proposition pour ce crétin. On ne peut pas garder des déchets comme ça dans la famille. Les deux enfants de cette lignée doivent être éradiqués. Et sans le sang immonde de cette femme qui leur barre la route, lui et sa sœur Lilache auraient conservé leur place dans la lignée directe. Frustré, il crie pour appeler son propre majordome. Il lui dit d'aller là où se trouve Crash immédiatement, et de découvrir pourquoi le majordome a changé Davis. Il dit cependant qu'ils ne peuvent pas entrer. Bélican demande pourquoi, et il explique que le majordome de Crash a scellé l'entrée, empêchant quiconque d'entrer dans le pavillon, même le chef de famille. Bélican dit qu'il ne peut pas être aussi fou, et que cet échec arrogant doit préparer quelque chose. Alors que Crash médite, il dit qu'il a enfin atteint le niveau expert débutant. Il explique comment fonctionnent les niveaux, et qu'il y a plusieurs étapes. La première étape est utilisateur d'aura, l'état de celui qui vient de l'apprendre. La deuxième est expert en aura, l'étape avec le plus d'utilisateurs, et aussi la frontière qui sépare l'ordinaire du génie. Il vient à peine d'atteindre le domaine de l'ordinaire alors que Charlotte, qui n'a que 2 ans de plus, est un maître de l'aura. Son talent est vraiment exceptionnel, mais même Charlotte, un monstre extraordinaire, était impuissante face à la destruction. Comparé à Charlotte, il n'est encore qu'un expert débutant, alors il ne sait pas vraiment s'il peut sauver ce monde. Il entend la voix de son ancien lui dire qu'il ne le saura pas s'il n'essaie pas. Inutile de débattre. Pour commencer, il ne pouvait même pas utiliser l'aura avant la régression. Maintenant, c'est différent. Même s'il ne peut pas rivaliser avec Charlotte, il peut progresser s'il a l'art secret laissé par un autre échec, tout comme eux. Il réalise que son doute était injustifié, car il deviendra très certainement un être différent de ce qu'il était auparavant. Il sort alors que Ariad le salue, le félicitant d'avoir atteint le stade d'expert débutant. Crash dit que ce n'est pas grand-chose, mais plus important encore, pourquoi est-il là? Il dit que sa fiancée, Dame Bianca, est entrée dans le pavillon. Crash est surpris, disant que Bianca a le titre de démon blanc. Elle est la meneuse qui est devenue un pion des dévoreurs de monde, et elle a essayé de détruire le monde. Après avoir vaincu l'un des 10 plus forts célestes, elle a gagné ce surnom. Pour l'instant, elle n'est que la plus jeune fille de la famille Ardenhardt. Ce n'est rien de plus qu'un mariage politique. Pendant que sa famille gouverne le Nord, la famille Valem se débarrasse d'un échec inutile et gagne une connexion avec la plus puissante famille de maréchaux. Tous deux sont utilisés pour la commodité de leur famille, et il avait en fait affaire à elle. On en apprend plus sur elle. Bianca Ardenhardt est la plus jeune fille de la famille Ardenhardt, souverain du Nord.
Parce que sa mère a été affligée par la malédiction de la corrosion du monde avant sa naissance, elle subit la malédiction de la poupée de neige, ce qui signifie qu'elle est dépourvue d'émotions depuis sa naissance. La malédiction, ayant atteint son âme, ne peut être brisée par un dissipateur, et elle ne peut pas passer de contrat avec un dieu à cause de son corps corrompu. Elle a été traitée comme une enfant maudite, née en échange de la vie de sa mère. Elle a été traitée froidement au sein de la famille Ardenhardt. Il dit qu'il ne sait pas si elle le déteste ou non. Tant que cela n'entrave pas le scellement de sa malédiction, ça devrait aller, car la poupée de neige est la malédiction dont il a besoin pour contrôler le déchaînement du venin de sang ultime. Il dit à Ariad que ce serait mal vu qu'elle se présente dans cette tenue. Ariad dit exactement, alors il a déjà tout préparé pour qu'elle se change. Crash le remercie, disant à Ariad de la faire entrer et de lui demander d'attendre. On apprend que 5 mois auparavant, il a repoussé sa main d'une tape, lui ordonnant de partir. Elle n'est de toute façon intéressée que par le pouvoir de sa famille, alors elle devrait arrêter de se comporter comme sa fiancée. Et puis il a claqué la porte après l'avoir mise dehors. Elle n'a jamais vraiment voulu venir ici, et son père dit que la seule façon pour la famille Ardenhardt de survivre est de compter sur les Valem. Sa sœur est d'accord, disant qu'elle a un joli visage, à défaut d'autre chose, alors elle peut sûrement séduire le plus jeune. Elle ne voulait clairement pas le faire, mais tous les membres de sa famille ont fait pression et l'ont forcée à assumer le rôle de sa fiancée. Elle dit que même sans émotion, elle peut toujours distinguer le bien du mal. Elle dit que si elle n'avait pas été forcée à un mariage politique, un perdant pessimiste et grossier comme lui ne se serait jamais approché d'elle, car elle l'aurait rejeté au premier regard. Le flashback se termine avec Crash disant qu'il est désolé. Il n'arrive pas à croire qu'on ait servi un thé aussi chaud à quelqu'un avec un palais aussi sensible que le sien, et il en parlera à la servante plus tard. Elle semble juste confuse. Aussi, pour une raison quelconque, il est couvert d'égratignures. Il dit que comme il fait beau, il devrait se promener dans le jardin, car il doit y avoir plein de fleurs qui ne poussent pas dans le nord. Il dit à Ariad d'apporter des biscuits aux noix de macadamia dans le jardin. Il dit certainement alors que Crash l'a conduit dehors, et lui dit que ça a dû être difficile de venir jusqu'ici. Elle dit que puisqu'ils sont fiancés, des occasions de se rencontrer comme celle-ci sont nécessaires. Il demande si c'est le cas. Disant que pour une fiancée, on dirait qu'elle s'adresse à un officier supérieur plutôt qu'à son promis. Toujours confuse, elle dit que quelque chose ne va pas. Lorsqu'ils se sont rencontrés auparavant, ses yeux semblaient beaucoup plus morts et déprimés. Mais aujourd'hui, il est comme une personne différente. Outre le fait qu'elle aime les biscuits aux noix de macadamia, ce n'est pas quelque chose qu'elle lui a déjà dit. Maintenant qu'ils sont dehors, elle lui demande s'il est vraiment Crash ou non. Il la fixe du regard et réalise qu'il a peut-être agi très différemment de d'habitude, alors qu'il commence à libérer une intention meurtrière. Cela la surprend, et elle s'excuse, disant que c'était déplacé. Il dit que ce n'était pas son intention. Ses souvenirs de cette époque sont flous, alors il ne se souvient pas comment il la traitait. Mais la seule chose dont il se souvient, c'est que cette expression est celle qu'elle portait le jour de sa mort devant le manoir de glace de la mer du Nord. Il se dit que pour l'instant, il va essayer de s'en sortir par le dialogue. Il dit qu'elle aurait raison de le trouver différent, car il a récemment conclu un contrat avec un certain dieu. Elle dit que cela pourrait expliquer son changement de personnalité, et le félicite. Il dit qu'il a quelque chose à lui proposer. Elle demande ce que c'est. Parce que s'il a passé un contrat avec un dieu, que pourrait-il bien vouloir d'elle? Elle demande sans détour si les fiançailles sont rompues, et il lui demande pourquoi elle penserait ça. Il dit qu'il comprend qu'elle ne veuille pas épouser quelqu'un comme lui. Elle dit qu'il recommence à se déprécier, mais se demande aussi pourquoi son estime de soi est si basse alors qu'il est un Valem. Elle soupire, lui rappelant qu'elle est sa fiancée, et que cela ne va pas changer. Il se demande quand il a entendu des paroles sans mensonge pour la dernière fois. Il lui dit qu'il va revenir au sujet principal. Avec sa capacité éveillée, il aimerait prendre sa malédiction de la poupée de neige. Elle trouve cela surprenant, car même de célèbres briseurs de malédiction n'ont pas pu la lever. Elle lui demande alors s'il a l'intention de la prendre sur lui. Il dit qu'il veut l'utiliser. Elle sait qu'il est traité comme un échec, et si c'est le cas, il doit y avoir un fossé entre lui et la lignée directe. Peut-être qu'il est juste fatigué de tout ça au point de vouloir effacer complètement ses émotions, et elle se demande si c'est ce qu'on appelle une maladie du cœur. Un mage mental qu'elle a connu a dit un jour que lorsqu'une personne atteint ses limites mentales, elle devient la proie de la maladie du cœur. Si l'on succombe à cette maladie, on peut sauter la vie, ou devenir soudainement gentil comme si on était une personne complètement différente. Mais c'est un moment très dangereux. De tels comportements sont des signaux avertissant de leur fin imminente. Si quelqu'un de proche d'elle devient comme ça, elle doit rester à ses côtés. Elle lui prend la main, disant que tout ira bien car elle sait qu'il peut surmonter ça. Il a juste besoin de contrôler ses émotions sans compter sur la malédiction. Il lui dit qu'il pense qu'il y a un malentendu, mais elle répond qu'elle viendra le voir souvent à partir de maintenant. Et elle est sûre que si elle demande à son père, elle pourra vivre à proximité. Il est confus, disant qu'il pensait qu'elle le détestait peut-être, puisqu'elle n'a jamais voulu de ses fiançailles. Elle dit que même si c'était vrai, elle ne peut pas abandonner quelqu'un au bord du gouffre. Réalisant qu'elle ne nie pas ne pas vouloir l'épouser,
il dit qu'il comprend qu'elle est du genre à foncer tête baissée une fois décidée, mais qu'elle fait une énorme erreur. Si elle ne le laisse pas prendre la malédiction, peut-être devrait-il essayer d'activer sa compétence en secret. Alors qu'il utilise la capuche noire sur elle, celle-ci commence à l'envelopper, volant sa malédiction, mais génère une condition de déverrouillage. On voit enfin à quoi ça ressemble car il a l'air horrifié, car cela lui dit qu'il doit devenir son ami. Mais il y a aussi un autre verrou. Il dit qu'un double verrou est problématique, car c'est une malédiction qu'elle porte depuis sa naissance, reconnue comme une partie de son corps, et à laquelle une valeur a été attribuée, même si les malédictions ne sont pas censées générer de verrou. La condition de déverrouillage est de devenir son ami. C'est encore plus difficile que de devenir son fiancé. Elle n'a pas d'émotion, donc elle montre rarement de l'intérêt pour quoi que ce soit. Cela dit, la renvoyer chez les Hardenharts ne ferait qu'accélérer le moment où elle deviendra le démon blanc. Alors il la gardera à ses côtés, et cherchera une occasion de le déverrouiller. S'il peut l'empêcher de se transformer en démon blanc et mettre la main sur la poupée de neige, il fait d'une pierre deux coups. Pour l'instant, faire ce qu'elle dit est la meilleure méthode. Il lui reprend les mains, disant que cela le rend heureux et qu'il est reconnaissant de pouvoir voir sa fiancée si souvent. Mais elle dit qu'elle ira confirmer avec son père en retour, et il la raccompagne un peu plus tard. Il se dit qu'il faudra probablement un autre mois avant qu'elle ne revienne, et qu'il devrait lire autant de tomes sur les arts secrets que possible d'ici là, car les choses vont s'accélérer. Littéralement le lendemain, il ouvre les portes à des gens qui déposent des boîtes alors qu'une calèche s'arrête, livrant le tout. Et elle le salue, disant qu'à partir d'aujourd'hui, elle vivra au manoir du Pain Vert. Quelque temps plus tard, Crash se réveille et voit Bianca en train de baver. Il lui demande pourquoi elle dort encore ici, car si on la voit avec quelqu'un comme lui, les gens se méprendront. Elle se réveille en disant bonjour, lui demandant pourquoi il est là, et il répond que c'est à lui de poser la question. Il part ensuite directement à l'entraînement, se disant que ça fait déjà quelques mois qu'il vit avec elle. Après son arrivée, disant qu'elle serait sous sa responsabilité, il a été surpris qu'elle ait déjà emménagé. Elle dit que son père lui a dit que ce n'était pas un problème, et lui a donné sa permission instantanément. Mais Crash demandait plutôt si ça allait pour elle de vivre loin de sa famille, car elle n'a que 12 ans. Il se dit que comme elle n'a pas d'émotion, son affection s'estompe aussi, et peut-être qu'elle n'en a aucune pour sa famille, mais que c'est peut-être une bonne occasion de devenir son ami. Alors qu'il marche, il se dit que cela s'est passé en été, et c'est maintenant déjà l'hiver, et l'année est presque terminée, ce qui signifie que l'ouverture de l'Académie Raren se rapproche de plus en plus. Il explique que l'Académie Raren est une académie établie par les 4 grands royaumes de l'Empire, collaborant pour former ceux qui peuvent s'opposer à la corrosion du monde. Ceux âgés de 15 à 20 ans peuvent y assister. Avant sa régression, c'était une académie qui a produit de nombreux membres de Ciel Bleu possédant des compétences surpuissantes, et c'est à cause de ces salauds qu'il a souffert. Mais maintenant, il connaît leurs faiblesses mieux que quiconque, ce qui signifie qu'il pourrait aussi voler leurs compétences. Le plan est de voler chacune de leurs compétences une fois qu'il entrera à l'académie. Il aura 14 ans l'année prochaine, il lui reste donc un an avant l'inscription. Il doit donc devenir aussi fort que possible d'ici là, mais le problème est qu'il commence à atteindre les limites de son talent. Avec seulement le tome secret, le niveau débutant d'expert est sa limite. Pour surmonter ce mur, il n'a d'autre choix que de voler sa malédiction dès que possible, et d'apprendre à utiliser le venin de sang ultime. Il sort de la salle d'entraînement en lui demandant si elle attendait vraiment encore aujourd'hui. Elle dit, bien sûr, qu'elle ne peut pas le laisser seul. Il se dit qu'elle le suit partout comme un oisillon depuis l'été. Il se demande quand elle commencera à le voir comme un ami. Il se dit qu'il devrait peut-être sortir s'amuser ou quelque chose comme ça. Ariad l'informe qu'une invitation est arrivée du Sanctuaire des Étoiles. C'est une fête pour les mineurs du royaume de Starlin, organisée une fois par an. La plupart des gens y assistent, car c'est un lieu où ils socialisent et étendent leurs relations. Sauf cas exceptionnel. Il dit qu'il avait en fait oublié, le remerciant pour l'explication. Comme il était un reclus avant sa régression, ses souvenirs de cette époque sont flous. Il sait que ce type se montrera probablement aussi. Bien sûr, il ne dit pas qui. Donc, s'il y assiste, il pourra tenir sa promesse à Ariad. De cette façon, il ne fera plus jamais rien d'irréfléchi. Il dit à Ariad qu'il y assistera. Bianca dit qu'elle y va aussi. Ariad dit compris et Sen va. Bianca dit que les participants du Sanctuaire des Étoiles essaieront probablement de le critiquer. Il dit qu'elle a raison. Il ne sait pas non plus ce qu'ils lui diront, alors il vaut peut-être mieux qu'elle n'y aille pas. Elle dit qu'elle le doit, car c'est le devoir d'une fiancée de protéger son partenaire. Il lui tapote la tête, disant qu'il ne demande pas en tant que fiancé, mais ses sentiments honnêtes. Elle dit qu'il montre à nouveau cette expression compatissante. Depuis quelques mois, il est anormalement gentil avec elle. Presque tous les jours. Elle dit que c'est chaleureux. Elle n'a jamais été traitée avec autant de gentillesse, même dans la maison des Hardenard. Au point qu'elle ne se souvient même plus à quel point sa première impression de lui était terrible, car il est gentil avec elle, et maintenant elle ne le déteste pas. Elle dit qu'elle l'accompagnera, non pas en tant que sa fiancée, mais de sa propre volonté. Il sourit, en disant qu'il comprend. Quelque temps plus tard, ils sont dans la calèche,
et il observe le pavillon où la fête aura lieu. Il dit que c'est un quartier de dingue qu'ils l'ont loué, et que c'est le lieu touristique le plus célèbre de la région, se demandant s'ils sont juste pétés de thunes. La raison pour laquelle les nobles sont respectés dans ce monde est qu'ils peuvent combattre la corrosion du monde à la place des roturiers, et pourtant ces gens obsédés par les fêtes au lieu de l'entraînement sont censés être leur avenir. Il doute qu'il y aura beaucoup de gens respectables ici au sanctuaire. Tout le monde annonce leur arrivée, et tout le monde commence instantanément à les incendier, les traitant de ratés, disant que c'est un gâchis que Bianca soit si jolie alors qu'elle est maudite. Mais ça colle bien que les deux ratés soient fiancés. Crash s'énerve, et un des autres jeunes dit que quelqu'un d'intéressant est arrivé. Crash explique que ce sont de vrais nobles. Ceux qui rejoindront plus tard le ciel bleu. Le garçon tigre s'appelle Barak Ogma. C'est son vrai nom, Barak. Il y a la Pie, Elphin Emilia, et l'Arc de Bois, Annex Glaser. Ces trois-là seraient connus comme les trois héros de Starlin. La raison pour laquelle il s'intéresse à lui est très probablement à cause de Charlotte. On a un flashback où elle dit à Crash de bien écouter, car tous ces gens lui parlaient juste parce qu'elle portait une robe comme celle-ci. Et c'était dommage que personne ne puisse la battre. Et on pourrait tout aussi bien appeler ça un dépotoir. C'était ennuyeux, alors elle n'ira pas la prochaine fois. C'est comme ça qu'elle s'est vantée ce jour-là. Et à en juger par l'atmosphère, elle a probablement déjà fait un carnage. Bianca lui tire le bras, lui disant d'ignorer toutes les voix autour d'eux. Il dit qu'il se souvenait seulement de ce qu'elle avait dit, et qu'il semble qu'elle se fiche d'avoir été critiquée aussi. Et c'est surprenant qu'elle s'inquiète pour lui dans une situation pareille. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il s'en fiche. Et il dit qu'un type assez intéressant devrait bientôt arriver. L'annonceur dit que Darling d'Enfalian est arrivé. Crash dit, quand on parle du loup, c'est la personne la plus excentrique parmi les excentriques. Alors que Darling salue tout le monde, il explique que Darling est le seigneur du château de l'alchimie. On a un flashback de sa vie précédente quand il a rencontré Darling pour la première fois. Darling a dit que tout son corps est couvert de malédictions, se demandant ce qui s'est passé pour que ce soit si grave. Darling lui a alors attrapé la joue en disant que pour les malédictions de combat de type corrosion, ils doivent combiner ceci et cela, mais que ça semble possible. Puis il demande s'il serait intéressé pour devenir un sujet de test. Au fait, Darling est un homme. Crash ne répond pas et Darling dit qu'il va simplement commencer. Puis Crash a eu l'air horrifié alors que Darling s'approchait pour l'embrasser. Il lui a mis un uppercut, demandant s'il était fou. C'était sa première rencontre avec un homme qui serait plus tard appelé le roi de l'alchimie et le meilleur du monde. Les gens se sont mis à saluer Darling, et certains l'appelaient même un type bizarre pour plaisanter. Crash dit qu'il n'y a aucune chance que ce chercheur d'attention ne vienne pas à un endroit où les gens de son âge se rassemblent. Il s'approche alors d'une table, prend un tas de collations et les tend à Bianca en lui disant d'attendre. Elle fait la moue en disant d'accord, et il commence à s'approcher de Darling. Darling dit qu'il a l'impression de l'avoir déjà vu. Crash se présente. Darling dit qu'il ressemble un peu à Charlotte et demande s'il est vraiment le jeune frère de Charlotte, mais se demande ce qu'il lui veut et si par hasard son apparence a attiré son attention. Crash dit que récemment, il semble qu'il ait fouiné à propos de la corrosion du monde et que cela pourrait peut-être piquer un peu son intérêt. Darling dit que c'est un gamin provocateur, mais puisqu'il a piqué son intérêt, de se préparer. Il se dirige vers une autre pièce, et Darling demande à Crash quel âge il a. Crash dit qu'il a 13 ans, demandant si c'est si important. Darling attrape des épées d'entraînement en disant qu'il a l'air jeune, mais que son aura est totalement différente. Crash dit qu'à l'intérieur, c'est un adulte diplômé après tout, mais il dit à Darling qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il aimerait en venir rapidement au sujet principal. Darling lui dit alors de parler franchement et lui lance une épée en lui disant de l'attraper. Crash est surpris. Darling l'attaque instantanément. Il le bloque et Crash demande ce que diable Darling est en train de faire. Darling dit qu'il a rencontré le jeune frère de Charlotte et qu'il voulait juste voir ses compétences de ses propres yeux. Crash dit qu'il est vraiment pénible. Darling dit alors qu'il pensait qu'il avait quelque chose à discuter et de le dire car il écoute. Crash s'énerve et envoie son épée voler. Darling dit qu'il pensait qu'il était censé être un raté sans compétences. Crash dit que malgré les apparences, il s'entraîne tous les jours. Mais c'est délicat car il doit utiliser des techniques secrètes contre un érudit, et qu'il devrait peut-être le secouer un peu. Il lui dit qu'il pourrait aider sa recherche sur la neutralisation des malédictions. Darling demande ce que diable il connaît à l'alchimie pour qu'il dise qu'il va coopérer avec lui. Crash se prépare et comble la distance, mettant la lame à sa gorge en disant que leur recherche vise à neutraliser la malédiction des dévoreurs de monde, que les dissipateurs n'ont toujours pas réussi à briser en utilisant d'autres malédictions. Pour devenir un alchimiste de premier ordre, Darling doit prouver cette recherche et qu'il l'aidera à le faire. Avec sa compétence. Parce qu'elle vole les malédictions. Darling réalise qu'il n'était pas juste un raté sans compétence et sourit en disant que si ce qu'il dit est vrai, c'est une occasion parfaite de prouver simultanément l'offre, la demande et la neutralisation des malédictions. Demandant ce qu'il doit faire en retour. Se demandant s'il a peut-être besoin d'un petit ami. Crash demande ce qui ne va pas chez lui, disant qu'il va simplement acquérir plusieurs malédictions à l'avenir et qu'il veut qu'il fabrique des médicaments pour réduire ces malédictions.
Darling dit que c'est sa spécialité et Crash dit que voler des compétences seul n'est pas suffisant. Même Ciel Bleu, qui pouvait utiliser des compétences de niveau triche, n'a pas pu empêcher la destruction. Donc, un raté comme lui doit utiliser tous les moyens possibles, que ce soit des médicaments ou autre chose. Darling dit qu'il a entendu dire qu'il avait perdu sa motivation en étant constamment comparé à Charlotte, mais il semble que ce ne soit pas le cas. L'une est un génie écrasant et l'autre semble être une personne tordue et il commence à rougir en disant que les deux frères et sœurs sont géniaux. Mais il a une question. Demandant s'il va bientôt rejoindre l'Académie Raorn. Crash dit que c'est évidemment le bon choix et il commence à avoir des frissons. Mais Crash l'a rejoint pour voler des compétences. Darling dit que si c'est le cas, il fera tout, mélanger des médicaments ou autres, et si ça implique des malédictions, il est preneur. Crash dit que ce type n'a pas changé, ni à l'époque, ni maintenant. Crash dit qu'à part ça, il y a encore une chose qu'il veut demander. C'est à propos de la maladie de décoloration. Darling dit que cette maladie incurable rend la peau bleue et noire et mène finalement à la mort. Crash lui demande un remède et Darling est confus, demandant s'il ne sait peut-être pas ce que le mot incurable signifie, disant que c'est impossible même pour lui. Crash dit que même ainsi, il finit par le faire en soupirant avant de tendre le poing en disant qu'il sait qu'il peut le faire. Darling dit que sa fierté ne le laissera pas dire non et lui tape le poing. Crash dit alors que quand le médicament sera prêt, de le déposer chez lui. Darling dit qu'il le livrera lui-même alors, et Crash dit que quelque chose le tracasse depuis un moment, disant qu'il pensait qu'il aimait sa sœur. Il dit qu'il aime beaucoup Charlotte. Crash lui demande alors pourquoi il a parlé de petit ami, et Darling demande s'il ne comprend vraiment pas, mais réalise qu'il n'est encore qu'un enfant et dit que probablement non, mais qu'il aime aussi les hommes, puisqu'il est des deux bords. Crash commence à avoir la chair de poule et s'enfuit en disant non. Darling lui dit d'attendre et Crash dit qu'il était ce genre de type, maintenant qu'il y pense. Puisqu'il a essayé de l'embrasser, quand il sort, il voit une foule se former à l'extérieur et Crash réalise que quelque chose ne va pas alors qu'on voit quelqu'un agripper Bianca si fort qu'il lui fait mal au bras. Crash arrive en trombe et donne un coup de pied au visage du type, l'envoyant valser en arrière, et lui demande qui diable il est pour essayer de prendre sa fiancée de force, et qu'il a intérêt à s'expliquer. C'est la fin de cette partie de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. À très bientôt.